Bonjour, merci infiniment pour cette invitation qui me touche beaucoup à plusieurs titres parce que effectivement le Québec est dans mon cœur depuis très longtemps. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, ceux qui me connaissent le savent. Et puis aussi parce que votre projet est un projet qui, à mon avis, est exemplaire ou devrait être exemplaire puisque aujourd'hui, on ne peut plus penser la recherche et la formation tout seul. Je pense qu'on n'a jamais pu le faire, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui que par le passé. Alors j'ai écrit quelques éléments de ma présentation parce que effectivement, elle va être, je pense, assez dense. Comme il s'agit d'un lancement d'une équipe de recherche, j'ai voulu, je dirais, partager avec vous un certain nombre de résultats et de propositions actuelles. C'est pour ça qu'à certains moments, j'irai, c'est pas mon habitude, mais j'irai voir mon papier parce que je pense que c'est important d'être assez précis. Alors effectivement, dans mon intervention, j'essaierai d'évoquer avec vous plusieurs résultats issus de mes travaux menés au cours de ces dernières années. Florian a présenté quelques ouvrages. Effectivement, le premier, il y en a eu un aussi avec Evelyne Charlier la même année. Le premier, apprendre, échanger sa pratique d'enseignement, qui pour moi est toujours très important. C'est effectivement celui de ma thèse de doctorat et celui qui n'était pas sur la DIA, la formation au cœur de la pratique, qui essayait de vraiment bien comprendre comment articuler formation et pratique pour la formation des enseignants. Ce sont des éléments sur lesquels on va revenir. Mais pour faire ce travail, j'essaierai de clarifier un enjeu qui me paraît important aujourd'hui. C'est effectivement cette association entre recherche et changement de pratique. Bon, vous avez vu, c'est un fil rouge dans ma carrière, c'est pas nouveau, mais je pense que de nouveau, c'est toujours d'actualité. En questionnant le type de recherche que nous menons pour proposer en fait une troisième voie, je vous l'expliquerai. Ensuite, je mettrai en évidence quelques objets de recherche centraux, tout en explicitant les partis pris qui ont conduit à leur construction. Enfin, je partagerai avec vous plusieurs cas théoriques, bon, assez rapidement, mais quand même, pour certains, les plus récents, de manière plus précise, pour essayer, au fond, de vous proposer un certain nombre de perspectives qui seront ensuite des perspectives aussi au niveau méthodologique. Et puis, bien sûr, en conclusion, j'espère que vous aurez beaucoup de questions qui nous permettront de progresser aussi dans les recherches, dans la pratique et le développement, parce que c'est effectivement lié. Les manières d'associer recherche et action, en fait, sont multiples. Et Denis Bédard a déjà expliqué tout à l'heure, évoqué la manière classique, la recherche scientifique, en proposant justement la voie de la recherche-développement. Mais je vais vous proposer en fait d'examiner trois voies en nous posant chaque fois la question, pour chacune de ces perspectives, pour quelle connaissance, avec quelle validité ces recherches travaillent, avec quelle place pour l'enseignant, quelle place pour le ou la chercheur, et quels défis doivent être rencontrés pour associer ces productions de recherche avec des changements dans les pratiques d'enseignement. Alors, la première voie, évidemment, c'est toujours un petit peu caricatural. Je ne voudrais pas que certains qui s'y reconnaissent, justement, se sentent un petit peu critiqués. Mais enfin, vous verrez qu'il y a des aspects critiques peut-être dans les trois voies. Cette première voie, effectivement, c'est la plus classique. Elle considère que la recherche scientifique va apporter des réponses aux problèmes de l'éducation. Et suite à l'identification, au fond, de bonnes pratiques, on va essayer de prescrire aux enseignants ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Cette voie a donc la prétention de produire des objets scientifiques, c'est-à-dire des résultats de recherche qui vont être explicatifs ou compréhensifs.
Mais les sciences de l'éducation étant une interdiscipline ou ayant un caractère interdisciplinaire très important, les recherches menées dans cette première voie, en tout cas autour de moi, comme on les reconnaît, elles sont souvent réalisées par des psychologues et par des sociologues ou encore d'autres disciplines contributives des sciences de l'éducation. Une des difficultés liées à ces recherches, c'est qu'elles découpent la réalité. Elles sont très analytiques, obligatoirement, parce que quand on veut expliquer, on est obligé de vraiment réduire très fort l'objet. On est aussi obligé de réduire très fortement les variables que l'on va étudier, avec des cadres théoriques qui sont justement d'ordre plutôt psychologique. Et une des difficultés, c'est qu'on prend très rarement en compte le contexte et encore moins en compte les personnes et les enseignants ou les enseignés dans cette perspective. Une autre difficulté liée à cette première voie, on l'a entendu quand je l'ai présentée, c'est cette présentation de bonnes pratiques, donc ce caractère prescriptif de la recherche en sciences de l'éducation. Et c'est pour ça que je me permettrai de vous proposer une voie qui soit moins prescriptive et qui prenne plus en compte la complexité, qui prenne plus en compte les personnes et qui essaye aussi de mieux articuler recherche et pratique dans cette perspective. Il y a une deuxième voie, vous êtes peut-être étonné que je vais la critiquer aussi, c'est la voie qui se situe effectivement, selon moi, à l'opposé de la première, parce qu'elle prétend construire des connaissances issues de la pratique pour la pratique. Donc on va effectivement considérer, et Dieu sait si je suis d'accord avec ça, que les connaissances des enseignants, les pratiques, au fond, font partie des connaissances qui vont être intéressantes pour la recherche en sciences d'éducation. Mais une des difficultés liées à cette deuxième voie, c'est qu'elle va, à la limite, au contraire de la précédente, être très contextualisée, elle va être très narrative, elle va être centrée sur des études de cas. Si on fait du développement, elle va être centrée sur un outil que l'on aura développé et que l'on va proposer aux enseignants. Et au fond, on peut lui faire la même critique qu'à la première voie, c'est le caractère prescriptif. Si vous, comme enseignant, où vous n'avez pas été co-chercheur dans l'équipe, vous allez recevoir les résultats de ces recherches, de ces études de cas, de ces développements. Aussi, c'est un risque, ce n'est pas toujours obligatoire. On peut voir qu'on peut prendre un certain nombre, évidemment, de précautions pour éviter cela, mais on risque effectivement de rendre aussi cette recherche prescriptive. Et je pense que ces solutions locales ne vont pas forcément s'adapter non plus à tous les enseignants. Alors, entre ces deux voies, je vais vous proposer effectivement une troisième perspective. C'est au fond une voie dans laquelle la connaissance produite ne se confond pas avec des objets concrets. C'est-à-dire souvent, nous, surtout en technologie de l'éducation, on risque de confondre, par exemple, le portfolio avec un objet de recherche. Ce n'est pas un objet de recherche, c'est un logiciel au départ, un portfolio. Donc, on risque éventuellement de confondre cette connaissance avec des objets concrets ou avec des valeurs. Et donc, je vais vous proposer une voie qui évite ces confusions et qui fasse un véritable effort de problématisation, mais avec les acteurs eux-mêmes, où on va construire ensemble un objet de recherche de manière explicite, c'est-à-dire on va essayer de faire un effort de définition, de quoi parle-t-on quand on parle de nouveaux programmes, quand on parle de classe inversée par exemple, mais aussi d'explicitation des angles d'études disciplinaires, parce que c'est vrai que dans une équipe, on n'a pas tous les mêmes lunettes pour voir la réalité, et c'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on ne s'entend pas, on ne s'écoute même pas. Pourquoi ? Parce qu'on a parfois des approches épistémologiques différentes, et aussi, on a des spécialités, et donc c'est très important d'expliciter nos angles d'études disciplinaires, nos méthodes, les résultats attendus, et bien sûr d'analyser la pertinence de ces résultats pour les personnes, pour nous-mêmes, mais aussi pour les enseignants ou les formateurs de formateurs, etc.
Donc cette construction, cette troisième voie ne va pas faire fi des questions des praticiens, mais pour être faite avec eux, dans un dialogue et dans chacun, à faire un pas de côté, comme dirait Jean-Marie Barbier, je citerai encore tout à l'heure, pas de côté qui va être nécessaire pour construire ensemble cet objet de recherche qui ait du sens pour nous, pour les uns et les autres. Et donc, effectivement, pour cette troisième voie, j'ai repris le terme de troisième voie. Je pensais le citer à un de mes doctorants qui est devenu docteur, qui s'appelle Pascal Caron, et qui avait inscrit ça dans sa thèse tout récemment. Et je trouvais que c'était une bonne formulation. C'est effectivement une thèse de doctorat, la thèse de Pascal, qui est une thèse menée par un praticien, mais avec une perspective de recherche en sciences d'éducation. Je préfère citer effectivement Pascal pour cet emprunt au terme de la troisième voie. Alors maintenant, si on vient aux objets de recherche, là vous avez un grand pavé, donc je vais vous laisser le temps de le lire. Alors, c'est une citation d'un auteur qui s'appelle Davalon, qui travaille dans le domaine des sciences de la communication, que nous avons utilisé assez bien dans un numéro spécial de STICEF qui va bientôt sortir sur les environnements personnels d'apprentissage, parce que justement, vous ne l'aviez pas mis dans la liste de vos centres d'intérêt, mais avec l'évolution du Web 2 et des technologies, on s'intéresse beaucoup justement aux environnements que les étudiants construisent eux-mêmes pour supporter leur apprentissage, qu'on appelle environnement personnel d'apprentissage. Et selon la perspective que l'on a, si on est plutôt développeur ou informaticien, ben ça va être surtout l'objet concret, les logiciels, comment on les orchestre entre eux, comment on crée une certaine interopérabilité, on va rechercher des solutions, une interopérabilité aussi éventuellement avec les MOOC par exemple. Mais si on prend le point de vue plutôt, je dirais, de la personne qui s'intéresse aux apprentissages, eh bien, on va s'éloigner de l'objet concret et on va essayer de construire un objet de recherche qui problématise un petit peu les phénomènes qui nous intéressent. Et donc, ce qui est important ici, à mon avis, c'est l'étape la plus difficile de la recherche, c'est de construire cet objet de recherche, surtout si on choisit la troisième voie, parce que en fait, l'idée, c'est d'essayer de construire l'objet de recherche, c'est-à-dire de suffisamment problématiser le phénomène et s'éloigner de l'objet concret pour qu'il ait du sens pour les praticiens et pour nous. Or, quand j'ai amené cette idée-là, j'ai fait aussi une intervention à Lille au mois de juin dernier, le fait que l'objet de recherche ait du sens pour les acteurs, c'est une idée aussi qui vient d'un collègue du CNAM, Jean-Marie Barbier, auquel je crois très fort. Et puis j'ai été étonnée parce qu'un collègue sociologue, Cédric Frétinier, disait « pas du tout, il ne faut absolument pas, enfin ça n'a pas de sens de dire que ça doit avoir du sens pour les acteurs ». Alors je vous laisse un peu avec ça. Je dis c'est un peu bizarre, c'est choquant quand même. Hein, et en réalité, si on réfléchit bien, Cédric Frétinier avait raison. Parce que avoir du sens, c'est si on pense que ça va avoir du sens avec le sens commun, c'est-à-dire avec nos conceptions naïves, alors nous-mêmes, comme chercheurs, on peut tomber dans le panneau. Je prends un exemple qui est, je ne sais pas si c'est vrai ici au Québec, je pense que ce n'est pas vrai au Québec, mais je prends un exemple qui vient de la Suisse. La distinction entre apprentissage formel, non formel et informel est utilisée par, au fond, l'Office fédéral de la statistique pour faire des statistiques chaque année sur les formations continuées. Et en fait, avec ça, on montre qu'il y a à peu près 70% des Suisses qui font des formations continues parce qu'ils investissent aussi pas mal dans ce qu'on appelle l'apprentissage non formel, c'est-à-dire les lectures, l'échange avec d'autres, etc. Mais ces distinctions entre apprentissage formel, non formel, informel, en fait, ce sont des distinctions administratives. Hein, si on fait référence notamment aux réflexions d'Étienne Bourgeois là-dessus, ça n'a pas beaucoup de sens pour une personne elle-même de dire « Ah oui, mais là, je suis à la conférence, est-ce que c'est un apprentissage non formel ?» Quand je reviendrai, que je prendrai, je ne sais pas moi, un cours ou je lirai un livre, est-ce que c'est d'informel ?
en fait, quand on s'intéresse vraiment à l'apprentissage, ces distinctions-là, qui sont des distinctions administratives, n'ont pas beaucoup de sens. Donc, en fait, comme chercheurs et comme praticiens, on doit ensemble faire ce pas de côté pour nous éloigner de nos catégories naïves et pour essayer de vraiment construire l'objet de recherche pour qu'il ait du sens, dans le sens pour qu'il amène des résultats pertinents ensuite pour la pratique et nous permette de prendre un peu de distance par rapport à ces pratiques. Alors, maintenant, je vous ai dit, je vais vous partager avec vous un certain nombre de cadres. Certains sont plus anciens, qui vont aller du plus ancien jusqu'au plus récent et qui j'espère, pourront vous donner un certain nombre de perspectives, ou bien sûr, vous pourrez aussi les critiquer dans vos travaux, bien entendu. Entre guillemets, c'est fait pour ça. La recherche est faite pour être... je vois que vous... Mais oui, la recherche est faite pour ça. Elle est faite pour évoluer, être emparée par d'autres, critiquée par d'autres. Et donc, à partir de ce premier modèle, en fait, ce modèle, c'est un modèle de l'apprentissage de l'enseignement qui est effectivement issu de ma thèse de doctorat et qui est publié dans l'ouvrage « Apprendre et changer sa pratique d'enseignement ». J'avais essayé de représenter, au fond, à la fois les réponses à 3 questions. La première question, c'est « Qu'est-ce qu'un enseignant apprend ?» La deuxième question, c'est « Par quel processus ?» Et la troisième, « Dans quelles conditions ?» La difficulté de représenter l'objet d'apprentissage, moi j'ai fait un choix, comme toujours dans une recherche, on fait un choix, on limite, et pour moi, au fond, apprendre l'enseignement, c'est apprendre la pratique d'enseignement. Donc le cœur de l'apprentissage de l'enseignement, c'est la pratique. Pour essayer de la représenter, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup, enfin il y avait les travaux de l'International Study Association on Teachers and Thinking, qui est devenue l'association internationale pour l'enseignement et les enseignants, qui existe toujours d'ailleurs, et dont je fais partie. Mais à part ces travaux-là, il y avait quand même relativement peu de choses. Et donc, pour essayer de représenter la pratique, je l'ai représentée sous la forme des rectangles que vous voyez. Donc, la pratique est faite des connaissances construites par l'enseignant, mais donc ces connaissances propres, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, notamment des théories personnelles, ces conceptions de l'apprentissage, qu'est-ce que c'est pour moi apprendre, ces décisions planification, c'est quelque chose qu'on fait, c'est-à-dire demain je ne cours, qu'est-ce que je décide de préparer, quels sont les objectifs que je vais viser, etc. Mais aussi dans l'action, les schèmes d'action, c'est-à-dire les routines, les habitudes dont souvent je ne suis même pas consciente. Et pour moi, la pratique, c'était tout ça ensemble. Et donc, il y avait apprentissage, il y avait changement à un ou plusieurs de ces niveaux-là. Je change mes connaissances, je change mes décisions de planification, je change certaines routines, même à la limite, comme je vous dis, sans savoir, mais parce que j'ai vu quelqu'un d'autre le faire, etc. Donc ça, c'est au niveau des contenus. Au niveau des processus, il y a la réflexion dans et sur l'action, ça on connaît très bien, surtout à Sherbrooke, l'interaction avec les pairs, mais aussi les pairs et avec les élèves aussi d'ailleurs, et l'appropriation de théories scientifiques. Au fond, c'était une manière de représenter l'apprentissage de l'enseignement. Mais il manquait quelque chose d'important. Toujours une pauvre conception naïve. Pour moi, à l'époque, pourtant Dieu sait si après j'ai fait du collaboratif, l'apprentissage c'était individuel. Même s'il y avait interaction avec d'autres, mais la connaissance construite par l'enseignant, elle est individuelle. Elle n'est pas forcément partagée dans un groupe, une communauté. Et donc, il a fallu, heureusement, des doctorants et un collaborateur de très longue date, et qui est devenu docteur aussi, Amaury Dahl, qui a fait évoluer ce modèle pour en faire un modèle de l'apprentissage dans les communautés virtuelles, au cœur duquel il y a effectivement la pratique, il y a effectivement la réflexion, mais il y a tout l'échange et le partage de pratiques avec les collaborateurs, avec les collègues, avec les autres enseignants. Je ne vais pas présenter ce modèle-là ici, j'aurais pu le faire, mais c'est effectivement important d'expliquer que ce modèle-là, je veux dire, il a été et doit encore être enrichi pour la suite.
Une autre chose importante que je voulais vous dire par rapport à ce modèle, vous avez vu la partie réflexion dans et sur l'action. Dans cette recherche, même s'il y a relativement peu de données empiriques, parce qu'il n'y a que quelques cas, hein, c'est au départ 6 cas d'enseignants, dans l'ouvrage il y en a 5 qui sont présentés, eh bien on remarque même à travers ces 6 cas que pour tous la réflexion n'est pas première. Certains apprennent à partir de l'action ou en prenant des idées des autres, mais en tout cas pour eux, dans leur conception de l'apprentissage, la réflexion n'est pas première. Pour d'autres, oui. Et donc, ça montre que quelque part aussi, ces résultats-là ne doivent pas être prescriptifs pour la formation des enseignants, en imposant à tous une manière d'apprendre qui ne convient pas forcément à tout le monde. Un autre aspect, et là qui renvoie quand même aux recherches qui me paraissent importantes, c'est que les processus de réflexion, interaction, appropriation et action, ces 4 processus-là ont permis la conception de dispositifs de formation, comme LearnNet, donc j'évoquerai tout à l'heure, le réseau d'apprentissage par la collaboration, qui dure encore. D'ailleurs, si vous allez sur Internet, vous allez voir que l'Université de Lyon et l'Université Mont-Sénaud continuent LearnNet. C'est que ces 4 processus-là, donc qui est un dispositif de formation pour futurs enseignants, bien, il était présent dans la conception, dans l'ingénierie pédagogique de ce dispositif. Donc je pense que c'est important aussi, à la fois de critiquer, mais aussi de montrer les apports potentiels pour l'action. Pour continuer, je fais un saut quand même dans le temps assez important entre ces premières recherches doctorales et puis les recherches sur les dispositifs de formation hybride. J'ai repris justement juste l'icône qui représente LearnNet, qui était à l'époque des années 90 déjà un dispositif hybride pour son articulation entre activité en présence et activité à distance. J'évoque aussi le diplôme actuel, le diplôme en enseignement supérieur de technologie de l'éducation didactique, qui est un dispositif hybride qui existe depuis presque 11 ans à l'Université de Fribourg. Et aussi, je fais un clin d'œil au TECFA, Daniel Paraya, qui va faire sa fête de passage à la pension, mais rassurez-vous, il va continuer à être actif, et ça sera vendredi prochain, à 17h heure européenne. Il va faire une leçon qui sera diffusée sur Internet, donc si ça vous intéresse. Le dispositif de Daniel Paraya, c'était le dispositif Malte, qui était également un dispositif hybride depuis plus de 20 ans. Et donc, en fait, pour mener notre recherche sur les dispositifs hybrides, nous sommes partis de cas concrets, nous sommes partis d'analyse de cas, nous sommes partis de narration, d'histoire, comme Denis Bédard l'expliquait tout à l'heure, en constatant après un certain temps qu'en lisant ces différentes histoires, ces différents descriptifs de dispositifs, on trouverait curieusement les mêmes ingrédients. Mais la difficulté, c'était de mettre en évidence ces ingrédients. Qu'est-ce qui faisait qu'un dispositif de formation hybride était relativement plus efficace qu'un autre? Et pour pouvoir répondre à cette question-là, il nous fallait répondre à 2 questions fondamentales qui sont quand même relativement difficiles. D'abord, c'est de les décrire, les ingrédients, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'entre didactique et Malte, il y a des points communs et quels sont-ils, par exemple. Et pour pouvoir le faire, il a fallu se donner une définition. J'ai dit tout à l'heure définir les objets, définir le dispositif hybride. C'est un travail qui nous a pris beaucoup de temps avec Nathalie Doscraver et Daniel Paraya. Et on a proposé une première définition. Si vous connaissez un peu la suite des travaux, la définition a évolué légèrement, enfin un peu quand même beaucoup, par la suite. Mais ça, c'était la définition de départ qui nous a permis de faire, au fond, la graine, le point de départ de notre travail sur la typologie des dispositifs hybrides à SUP. Et donc, la définition, vous pouvez la lire ici. On retrouve en gras ces ingrédients. Donc, les dimensions innovantes liées à la mise à distance, quelles sont-elles? C'est les modes d'articulation entre des activités en présence et des activités à distance, et quel type? Mais aussi, on a parlé de présence tout à l'heure, les types d'accompagnement, donc les types de présence qui étaient proposés par les formateurs ou proposés aussi entre les étudiants. Il y a l'utilisation d'un environnement technopédagogique
reposant au fond sur des formes de médiatisation. Donc on essaie de voir à quel degré de granularité on utilise les médias, c'est-à-dire est-ce qu'on utilise les médias pour travailler sur des objets d'apprentissage précis, sur des séquences d'apprentissage, est-ce que les étudiants interviennent dans la médiatisation, est-ce qu'ils sont libres de corriger, d'intervenir sur les contenus ou produire eux-mêmes des médias, et aussi sur les formes de médiation. Les médiations dans le sens de l'analyse de l'activité, où on essaie de comprendre si, du point de vue du formateur, il recherche pour ses étudiants une relation à un objet de connaissance, une relation à d'autres, une relation à soi pour réfléchir sur comment je fonctionne, ou une relation à la mise en œuvre de projets. 4 types de médiation. Ça, ce sont les ingrédients qui nous ont permis, avec les collègues du partenariat ASUP, donc qui est assez nombreux, les collègues français et luxembourgeois et suisses, d'arriver à faire des questionnaires qui nous permettent de mettre en évidence d'abord une typologie avec 6 types de dispositifs. Une chose, si vous allez lire aussi, il y a un numéro spécial de la revue Éducation et Formation, dans lequel nous avons invité Luc Albarello, que vous connaissez sans doute pour ses ouvrages sur les méthodes de recherche, et Annie Gézégou pour ses travaux sur l'ouverture dans les dispositifs de formation, dans les environnements virtuels, à critiquer nos travaux. Et notamment, Annie, je trouve qu'elle a raison, bien sûr, a indiqué que ces dimensions, évidemment, qui ont permis de mettre en évidence la typologie, n'étaient pas encore suffisamment théorisées. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Mais c'est qu'on va pouvoir... Ensuite, avec le modèle suivant, je vais vous expliquer comment mettre en lien entre les représentations du type de dispositif dans lequel on est et des effets sur l'apprentissage. On voit par exemple que le type 6, qui est le plus développé sur toutes les dimensions, est perçu par les enseignants et par les étudiants comme ayant plus d'effets sur l'apprentissage. Mais en fait, comme nos dimensions ne sont pas suffisamment théorisées, on ne peut pas expliquer pourquoi. Et donc, on n'a certainement pas fini. On se dit, ouf, c'est chouette, on a... Eh ben non, voilà. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir toujours le regard critique de collègues qui ne sont pas forcément dans le laboratoire ou dans l'équipe, mais qui vont nous faire réfléchir de manière gentille, évidemment, parce que sinon, après, on est trop découragé, mais en nous offrant justement des pistes pour évoluer. Alors ici, sur le modèle... Bon, c'est encore assez petit, mais le problème, c'est de pouvoir mettre tout sur une dia. C'est le modèle qu'on a vraiment utilisé pour travailler sur les effets des dispositifs hybrides avec les collègues d'ASUP. Donc, vous voyez que ici, dans les rectangles étudiants, contexte institutionnel et enseignants, vous avez un certain nombre qu'on a considérés comme variables d'entrée. Vous avez les variables médiatrices avec la variable indépendante au milieu qui est la perception du dispositif, du type de dispositif dans lequel on est, et on a pris le point de vue des étudiants et le point de vue des enseignants. Et puis ici, vous avez les variables entre guillemets de sortie, donc qui sont au fond des effets qu'on est allé rechercher sur, par exemple, la perception de la qualité de l'apprentissage ou sur la perception de l'engagement, donc la volonté que les enseignants ont de continuer à travailler dans ce type de dispositif innovant. Je ne vais pas détailler ce modèle-ci en détail, parce que je reviendrai sur un autre modèle plus récent, un peu plus loin, et pour ne pas prendre trop de temps. Mais ce qui est important ici, c'est les doubles flèches. C'est-à-dire que c'est une difficulté au niveau de la recherche, c'est qu'effectivement, nos étudiants, par exemple, ils démarrent la formation avec un certain sentiment d'efficacité personnelle, ils s'engagent dans un dispositif de formation d'enseignants. On espère que ce sentiment d'efficacité personnelle, notamment, par exemple, par rapport à l'utilisation des technologies, va augmenter. Et donc, on va trouver le sentiment d'efficacité personnelle en entrée et en sortie, pour ne prendre que cet exemple-là. Alors, j'en viens au modèle plus récent, qui a été élaboré cette fois-ci, bien justement avec Laurent Connefroy de l'École normale supérieure de Lyon, qui fait partie de vos partenaires, et avec Annie Gézégou et Geneviève Lameule de Rennes, qui travaillent avec Brigitte Albéraud, qui a écrit La petite fabrique de l'innovation, dont on parlait tout à l'heure. Alors ce modèle, il représente au fond une perspective systémique
selon laquelle, au fond, l'apprentissage humain s'inscrit dans un système de causalité circulaire entre 3 séries de caractéristiques. Il y a les caractéristiques individuelles de l'étudiant, il y a les caractéristiques de l'environnement numérique d'apprentissage, il y a aussi un certain nombre de caractéristiques issues de l'interaction entre l'individu et l'environnement. C'est-à-dire que quand on va faire des travaux sur nos dispositifs, sur les environnements virtuels par exemple, on va devoir toujours se demander qui sont les étudiants, que ce soit considéré individuellement ou en groupe, avec quelles caractéristiques, quels sont les environnements et les décrire, par exemple avec une typologie comme iSup, mais aussi, au fond, qu'est-ce qui se passe dans cette interaction entre ces étudiants particuliers et cet environnement qu'on va pouvoir caractériser par un certain nombre de ce qu'on appelle des variables médiatrices, hein, qui sont produites dans cette interaction de l'étudiant avec l'environnement. Un exemple de ce type de variable, ça peut être le but que l'étudiant se donne, mais ça peut être aussi ses stratégies d'autorégulation ou ses approches d'apprentissage. Hein. Là, il y a évidemment une masse de littérature, hein, de travaux pour chacun des rectangles, hein, je veux dire. Et puis, il y a aussi, bien sûr, une fois médié par ces caractéristiques issues de l'interaction étudiant-environnement, il y a un certain nombre de résultats de l'apprentissage avec des flèches en retour qui vont, au fond, venir, on l'espère, influencer l'étudiant, le modifier dans sa personne, dans ses connaissances, et éventuellement aussi modifier l'environnement parce qu'on aura su tenir compte de notre analyse soit des réussites ou des difficultés liées à notre dispositif. Ce modèle systémique, ce modèle dynamique, il est soutenu par des recherches en psychologie cognitive, il est soutenu par des recherches en formation d'adultes et en pédagogie universitaire. C'est pour ça que les 3 auteurs, les 4 que nous sommes, nous venons chacun avec notre casquette pour pouvoir produire un projet, on l'espère, ambitieux et qui pourra donner des résultats. Maintenant, on s'accroche parce que la dia suivante, c'est la pire, parce que c'est le schéma, mais avec les variables à l'intérieur. Donc, peut-être vous ne pourrez pas forcément lire tous les détails. Elle va être mise aussi à disposition. Et effectivement, le modèle, on le publie déjà dans un ouvrage en anglais. Donc, il y aura la publication tout bientôt. Ici, en fait, je vais venir en détail sur quelques points en vous proposant peut-être des questions de recherche pour PECTIS. Le premier point, c'est les caractéristiques de l'environnement numérique d'apprentissage. Vous ne pouvez sans doute pas lire, je vais me permettre de le faire. Je peux bouger? Oui, bon. Je vais faire comme je fais d'habitude. Ça, c'est mes routines pour voir ce que vous voyez. Ah, vous voyez quand même quelque chose. Alors, ça va, donc je vais revenir. Donc, au fond, ici, dans le rectangle, vous voyez qu'il y a degré d'hybridation. Donc, on va pouvoir décrire l'environnement en utilisant, en tout cas au départ, la typologie iSup. Donc, avec des degrés d'hybridation allant de 1 à 6, 1 étant le plus centré enseignement et 6 le plus ouvert, faisant intervenir vraiment plus d'activités en présence à distance, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'usage des médias, des formes de médiation, etc. On va utiliser aussi un outil qui a été développé par Annie Gézégou, qui est l'outil Géode, qui permet justement de décrire l'environnement en fonction de ses degrés d'ouverture. L'ouverture étant, au fond, caractérisée de manière assez simple, comme la possibilité pour l'étudiant de faire des choix d'objectifs ou de méthodes dans sa formation. Ah, donc c'est une ouverture dans ce sens-là, autonomie, liberté laissée à l'étudiant. Ensuite, il y a un outil qui s'appelle GP et qui concerne les degrés de présence, où Annie Gézégou donne aussi des moyens de définir des degrés de présence, donc notamment des degrés de présence pédagogiques, mais aussi socio-affectives. Et j'ai ajouté les postures d'enseignement
parce que effectivement, il y a aussi des outils là, qui ont été développés par nos collègues anglo-saxons qui permettent de décrire les postures d'enseignants. Donc en fait, la recherche actuelle nous donne un certain nombre d'outils validés pour faire ces descriptions. Outils que nous n'avions pas il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ou même je dirais presque il y a 5 ans. Oui, en tout cas pour ASUP. Et pour les travaux d'Annie, elle vient de les présenter dans sa thèse d'habilitation il y a 1 an et demi. Donc ce sont quand même des travaux assez récents. Les caractéristiques individuelles des étudiants. Alors là, il nous semble intéressant de comparer les étudiants en emploi et les primo-arrivants, mais peut-être que chez vous, vous avez d'autres caractéristiques à prendre en compte que chez nous. Il y a aussi notamment les expériences de formation antérieure, l'alphabétisation informatique, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On a ensuite un certain nombre de variables intermédiaires, comme je vous l'ai dit. Il y a des variables intermédiaires qui relèvent des perceptions, donc de la manière dont les étudiants perçoivent l'environnement. Et par exemple, ça va être l'approche d'apprentissage, le sentiment d'efficacité personnelle, la perception de l'environnement dans le sens le type le type de dispositif auquel les étudiants associent l'environnement dans lequel ils sont. Et puis, il y a aussi un certain nombre de conduites d'autorégulation que là, on va observer, et ça avec les outils de Laurent Confroy en psychologie cognitive, pour essayer de comprendre comment les étudiants autorégulent leur apprentissage, quelles vont être notamment leurs stratégies pour maintenir leur motivation à travers le dispositif de formation. Là, il y a un certain nombre aussi d'instruments qui existent. Puis on en arrive aux résultats d'apprentissage, où bien sûr on va rechercher une augmentation dans les connaissances et les compétences de départ. On va aussi essayer de voir quelle est l'expérience, le sentiment d'avoir appris. Mais j'ai rajouté une proposition relative aux produits d'apprentissage qui s'appelle, j'ai reprise, je n'ai pas forcément traduit, je pense ici, c'est repris à une lui seule, Disposition to Understand for Oneself, la disposition à comprendre par soi-même. Henry Seul est un collègue de pédagogie universitaire qui a beaucoup travaillé sur les caractéristiques des environnements de formation et leur efficacité. Il a travaillé aussi sur l'approche d'apprentissage des étudiants. Et ses travaux récents, au fond, proposent cette nouvelle approche d'apprentissage qu'on pourrait essayer de développer, et je vais vous la définir. Juste un point par rapport à schéma, toujours un modèle systémique, toujours les flèches dans l'autre sens. Et donc, ça va supposer qu'on fasse, alors vous serez d'accord ou pas, des recherches longitudinales ou pseudo-longitudinales, parce qu'on ne peut pas évaluer l'efficacité d'un dispositif sans le prendre dans son histoire, ou alors pseudo-longitudinales, en ayant des cohortes qui sont, disons, comparables, je dirais, d'une cohorte à l'autre, et où on va pouvoir avoir des hypothèses sur les effets. C'est ce qu'on appelle dans les recherches de l'OCDE sur l'évaluation des dispositifs de formation, le modèle added value, donc où on va faire des comparaisons entre des données de départ et des données de sortie, chose qu'on connaît depuis je dirais des lustres en sciences d'éducation. Ce sont ces modèles que l'on reprend. Alors, pour The Disposition to Understand for Oneself, je vous invite peut-être à lire la DIA. C'est une disposition qui inclut au fond 4 dimensions, une habilité, une volonté, une conscience du processus et une sensibilité au contexte. Donc, c'est l'idée qu'on va essayer de développer chez nos étudiants une disposition à apprendre, mais pas seulement au fond des stratégies, mais aussi, surtout, une volonté, mais aussi une conscience de l'environnement et du contexte dans lequel je suis pour apprendre. Et ça, c'est à mon avis très important aussi. C'est vrai pour les étudiants, mais c'est vrai aussi pour les futurs enseignants. Et c'est pour ça que je vous propose, à titre de, entre guillemets, nouveaux produits d'apprentissage à aller observer, ce Disposition to Understand for Oneself. Alors, par rapport à Pettis,
j'aurais proposé une question de ce type, du type suivant. Dans le cadre de la formation des enseignants aux différents niveaux, de leur développement professionnel, mais aussi des niveaux d'enseignement dans lesquels ils sont impliqués, quel degré d'hybridation, quel degré d'ouverture et quelle présence, pour quelle posture des formateurs ou formatrices seraient les plus adaptées. L'idée, c'est qu'il faudrait essayer de mettre en évidence des configurations au niveau de l'environnement. On ne va pas pouvoir se répondre séparément au degré de présence, au degré d'hybridation, aux postures des enseignants. Il faut essayer d'arriver à mettre en évidence des clusters, comme on l'a fait dans la recherche à issue, pour pouvoir effectivement, en fonction des réponses qu'on apporte, identifier des effets. Et au niveau des résultats d'apprentissage, mais quels environnements conduiraient au développement de cette disposition, chez quels enseignants, éventuellement aussi avec quelles ressources technologiques, quel développement, puisqu'on pourrait imaginer que la disposition à continuer à apprendre par soi-même pourrait être soutenue par des environnements personnels d'apprentissage. Denis Bédard disait tout à l'heure, ils vont partir avec quelque chose, ils pourraient partir non seulement avec leurs connaissances, avec leur volonté d'apprendre, mais aussi avec les outils et les stratégies pour continuer à apprendre et à échanger avec d'autres. C'est un joli rêve, on va dire. Alors pour terminer, je ne sais pas si au niveau du temps, ça va, je vais revenir sur des questions de méthode, mais de manière je dirais plus rapide, en reprenant deux auteurs qui m'ont beaucoup inspiré, enfin qui m'inspirent toujours. Un auteur qui est toujours vivant, Jean-Marie Barbier, que j'ai la chance de côtoyer régulièrement dans le cadre de l'Institut international de recherche et de formation en analyse des activités et formation des adultes au CNAM. Il nous propose un certain nombre d'exigences pour une recherche correspondant à un champ pratique. Alors lui, ces exigences-là, il les pose pour les recherches en formation d'adultes. Moi, je les ai faites un peu miennes, alors peut-être que Jean-Marie les expliquerait différemment, mais je trouve qu'elle convient bien à la formation des enseignants aussi. Et aussi, de manière assez brève, les exigences que Michael Huberman nous avait proposées pour une recherche en sciences de l'éducation qui a un impact sur les pratiques, et ça date d'il y a plus de 20 ans. Alors, les exigences proposées par Jean-Marie Barbier, ce sont des choses que je vous ai déjà dites tout à l'heure, mais je les reprends en conclusion. Donc, prendre un objet de recherche qui fasse sens pour les acteurs en évitant le piège de tomber dans le sens commun. Adopter une perspective holiste, compréhensive, qui tienne compte des points de vue subjectifs, donc des points de vue de l'expérience d'enseignement relatifs à l'expérience d'apprentissage, mais aussi, on pourrait rajouter des données objectives et des contextes. C'est quelque chose de difficile pour les pédagogues. Éviter de présenter des résultats de recherche qui sont une réification de valeurs, le souhaitable, l'idéalisé. Ça, c'est à mon avis très important. Difficile. Même, évidemment, quand ça marche, on peut aussi le dire et être content. Mais je veux dire, il y a aussi essayer de prendre distance. Et quand il y a des gens qui sont plus critiques, on peut essayer de les écouter. Ne pas confondre recherche-développement et recherche pour l'intelligibilité. Donc, c'est l'idée de ne pas confondre, au fond, le dispositif que l'on crée, comme LearnNect, comme Didactique, comme le MALT, qui sont des dispositifs qui fonctionnent, etc., mais pour lesquels on n'a pas, comme je disais tout à l'heure, on ne sait pas pourquoi ça marche. On ne sait pas ce qui fait les ingrédients. Donc, ne pas confondre la recherche-développement et la recherche pour la compréhension, l'intelligibilité. Intelligibilité, ça veut dire donner du sens, comprendre, avoir prise sur les choses. Ce n'est pas forcément uniquement expliquer. Et donc, pour cela, faire ce pas de côté proposé par Jean-Marie Barbier et se doter d'un cadre théorique qui nous permette de décrire et d'analyser l'existant. Donc les cadres théoriques, maintenant, ils existent. Bien sûr, on doit les construire pour qu'ils soient valables de manière interdisciplinaire, parce que c'est quasi impossible aujourd'hui de tout maîtriser, de tout connaître. D'où l'intérêt de ces équipes. Et puis enfin, les exigences d'une recherche qui a un impact sur les pratiques proposées à partir des travaux d'Huberman. Alors peut-être d'abord se dire, oui, mais c'est quoi les impacts sur les pratiques? Ils sont plus nombreux que ce qu'on croit. C'est pas seulement, c'est comme ça qu'il faut faire, ou ça, c'est un dispositif qui marche, et celui-là, tiens, il ne marcherait pas. Parce qu'on ne peut pas le dire, parce que, rappelez-vous, on ne peut pas le savoir tant qu'on ne sait pas qui sont les étudiants.
et à la limite qui sont les enseignants. Donc, il y a d'autres impacts que les bonnes pratiques. Il y a des effets conceptuels et instrumentaux. Donc conceptuels, on commence à mieux saisir et à mieux décrire les objets sur lesquels on travaille. Instrumentaux, on a des outils pour le faire, qui sont validés, qui sont partagés, le plus possible d'ailleurs. Il y a des effets organisationnels. On a parlé de modification de programme tout à l'heure. On peut aller jusqu'à avoir un impact sur la création des nouveaux programmes avec nos recherches. Mais il y a aussi des attitudes différentes par rapport à la recherche dans le domaine quand nous avons pu travailler de manière, et ce n'est pas à vous que je vais le dire parce que c'est vous qui nous l'avez appris, de partenariat avec les enseignants. Évidemment, les attitudes par rapport à la recherche sont différentes, mais aussi des retombées pour nous. Nous continuons à apprendre. Je pense que ça, c'est important. Hein, donc des retombées conceptuelles sur les chercheurs eux-mêmes. Alors, pour que ce lien avec les pratiques se fasse, Huberman nous rappelait le rôle essentiel des intermédiaires, des médiateurs. Alors, les formateurs et les formatrices, les conseillers et les conseillères pédagogiques, vous parliez tout à l'heure, on est formateur de formateurs de formateurs, c'est nous-mêmes, mais aussi ce sont ces personnes-là qui sont les médiateurs des travaux de recherche. Et une manière de les impliquer, c'est vraiment les impliquer très très tôt quand on monte les projets. Là aussi, c'est des choses sans doute que vous faites depuis longtemps. Et maintenir aussi le lien, maintenir la participation par des invitations, par des visites, par des ouvrages du type des études de cas, par des blogs, etc. Différentes formes de communication, pas que des formes de communication scientifique. J'étais aux entretiens Jacques Cartier la semaine dernière et il y avait une journée lundi sur la mobilisation des connaissances et tout le travail de mobilisation des connaissances fait dans le domaine de l'innovation sociale. Les modèles qu'il développe de construction de recherche avec les communautés en partenariat sont évidemment des modèles tout à fait intéressants pour nous. Ça, c'était le professeur Klein qui a proposé ça. Alors voilà, pour terminer, quelques questions pour vous. J'ai aucune idée de l'heure. Ah bon, c'est magnifique. Alors les questions que je vous propose, au fond, elles sont sur l'ADIA. Est-ce que cette troisième voie que je propose est possible? Elle est assez proche du SOTL, mais peut-être avec quand même une couleur, entre guillemets, scientifique un peu plus importante. Ce sera à vous de le dire. Comment faire participer les enseignants, ou le font-ils déjà, à ces recherches? Comment faire en sorte que les résultats proposés soient réellement des outils d'intelligibilité et pas de prescription? Et comment tirer parti des questionnements et des expériences des acteurs pour faire évoluer nos recherches et nos pratiques. Donc ça suppose sans doute de prendre le temps d'écouter. Et donc, merci pour vos réponses à ces questions. Et puis, j'ai aussi introduit les références précises que j'ai citées dans la dernière dia.